Bonjour, je m'appelle Mason Arlo. J'ai 29 ans, je suis guide touristique à Minneapolis, où les rues bordées d'arbres et le Mississippi qui coule doucement me sont comme des amis silencieux. Mon travail consiste à guider les voyageurs à travers des paysages époustouflants, des vastes forêts du Minnesota aux pics brumeux du Colorado. J'aime la liberté. La sensation du vent qui me fouette les cheveux quand je me tiens sur une falaise et les histoires des inconnus que je rencontre en chemin. Mais si vous me demandez mon passé, d'où je viens, je devrais prendre une profonde inspiration avant de vous le dire. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de voyage, elle parle de cicatrices, des vides que j'ai passé des années à essayer de combler. Je suis né à Traverse City, Michigan, une petite ville magnifique avec des rues bordées de cerisiers et des lacs qui scintillent comme de l'argent. Mais mon enfance n'a pas été aussi douce que ces cerises mûres. Mon père, Peter Arlo, était un homme sévère, toujours absorbé par son travail, une petite entreprise fournissant du matériel de construction. Ma mère, Judith, était le contraire, une rêveuse qui aimait écrire et peindre. Mais ses rêves ne semblaient jamais m'inclure. Ils se disputaient constamment, leurs bruyants différents résonnant depuis le salon, transperçant la porte de ma chambre, où je me recroquevillais dans mon lit, serrant mon vieux nounours pour noyer les cris. Quand j'avais 7 ans, ils ont divorcé. Je me souviens encore de ce jour. Le ciel était gris, menaçant la pluie. Je m'étais assis sur le canapé, mes courtes jambes pendantes, ne touchant pas le sol, regardant mes parents se pointer du doigt et se crier dessus. « Prends le gosse, je n'ai pas le temps », a crié ma mère. « Tu te moques de moi ? Je suis noyé sous le travail à l'entreprise. Tu crois que j'ai le temps de jouer à la nounou ? A rétorqué mon père, sa voix aussi froide que la glace. Je suis resté là, sans pleurer, sans parler, les regardant comme s'ils étaient des étrangers. Finalement, ils se sont mis d'accord sur la seule chose qu'ils faisaient toujours. Aucun d'eux ne me voulait, alors j'ai été envoyé vivre chez mes grands-parents. Leur vieille maison en bois se trouvait au bout d'un chemin ombragé de pins, non loin de notre ancienne maison. Mon père m'y a conduit dans son vieux pick-up. L'odeur de l'huile moteur et des sièges en cuir usé me rendait nauséeux. Je me cramponnais à mon petit sac à dos, qui contenait quelques vêtements et mes jouets préférés. Je ne savais pas ce qui m'attendait, seulement que désormais je vivrais chez mes grands-parents. Quand le camion s'est arrêté, ma grand-mère était déjà là, ses bras fragiles tendus, son doux sourire comme prêt à embrasser le monde entier. « Bonjour, Mason », a-t-elle dit, sa voix chaude comme une étreinte. J'ai couru dans ses bras, sans pleurer, mais le premier sentiment de sécurité depuis des jours a serré ma poitrine. La maison de mes grands-parents était un endroit magique, du moins pour un enfant comme moi. Elle n'était pas grande, mais elle était confortable, remplie de l'odeur du bois de pin et de biscuits fraîchement cuits. Le salon avait une vieille cheminée où mon grand-père s'asseyait et lisait le journal, ses lunettes glissant sur son nez. C'était un homme grand, les cheveux parsemés de gris, mais ses yeux bleus profonds pétillaient toujours lorsqu'il parlait des choses qu'il aimait, comme la finance, les investissements, ou le fonctionnement du monde. Mason, tu sais que l'argent n'est pas tout, mais c'est un outil pour vivre la vie que tu veux, disait-il, en désignant un vieux carnet rempli de chiffres et de graphiques. Pour moi, un enfant qui ne se souciait que de courir dans les champs, ces choses n'avaient pas d'importance. Je hochais la tête distraitement, puis je me faufilais dehors pour jouer, chasser des lapins dans les bois ou lancer des cailloux sur le lac. Mais mon grand-père ne me poussait jamais. Il souriait, ses yeux pétillants comme s'il connaissait un secret que je ne comprenais pas encore. Un jour, tu verras, Mason, disait-il de sa voix profonde. Tout ce que je t'enseigne ne vise pas à t'enchaîner. C'est pour te donner des ailes. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, alors je souriais et je m'enfuyais. Mes chaussures boueuses laissant des empreintes sur le chemin. Ma grand-mère m'aimait autant que mon grand-père. Elle était l'incarnation de la gentillesse. Chaque matin, elle me réveillait avec l'odeur du pain grillé et de la confiture de cerises maison. Elle m'a appris à faire mes lacets, à plier mes vêtements, et me racontait des histoires de sa jeunesse et de celles de mon grand-père. Ton grand-père était soldat autrefois, mais son cœur est doux comme du coton, disait-elle, les yeux brillants de fierté. Elle était toujours là pour réparer les déchirures de mes vêtements, essuyer mes larmes quand je tombais, ou me serrer dans ses bras quand je posais des questions sur mes parents. Ils sont juste perdus, Mason, disait-elle, même si je savais qu'elle essayait seulement de me réconforter. La vérité était que mes parents ne m'appelaient jamais, ne m'écrivaient jamais. J'étais comme un objet oublié. Et mes grands-parents étaient ceux qui m'avaient recueilli, dépoussiéré et aimé de tout leur être.
La vie à Traverse City n'était pas une image parfaite, mais c'était là où je me sentais aimé. J'ai grandi parmi les champs verdoyants, les après-midi à pêcher au bord du lac avec mon grand-père, ou les soirées à écouter les contes de fées de ma grand-mère. Mais au fond, j'ai toujours porté un vide. J'enviais mes amis qui étaient récupérés par leurs parents après l'école ou qui montraient fièrement les cadeaux d'anniversaire de leur famille, tandis que je n'avais que mes grands-parents. Je ne leur en voulais pas à mes parents, mais je me demandais ce que j'avais fait de mal pour qu'ils ne me veuillent pas. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai demandé à mon grand-père, pourquoi maman et papa ne veulent-ils pas être avec moi? Il a arrêté d'écrire, a posé son stylo et m'a regardé longtemps. Ce n'est pas comme ça, Mason. Parfois, les adultes font des choix égoïstes parce qu'ils ne savent pas aimer. Mais tu n'as pas besoin d'eux pour devenir un homme bon. Tu as ta grand-mère, et le plus important, tu te trouves toi-même. Ces mots m'ont marqué, mais la douleur est restée comme une cicatrice qui ne guérit jamais complètement. En devenant adolescent, je suis devenu un esprit libre aspirant à l'aventure. Je suis tombé amoureux des longs voyages, des routes menant à des endroits inconnus. Mon grand-père essayait toujours de m'apprendre la finance, les actions et les fonds d'investissement, mais je n'écoutais qu'à moitié. « Papy, je ne veux pas être attaché aux chiffres », lui ai-je dit une fois, riant bruyamment. Il secouait la tête, mais ses yeux semblaient dire « Tu comprendras un jour ». Durant ces années, j'ai vécu comme un oiseau naissant, planant partout, mais revenant toujours au nid chaud de mes grands-parents. Ils étaient mon port, l'endroit où je savais que je serais toujours le bienvenu, peu importe la distance à laquelle je vagabondais. Mais je ne savais pas que ces jours paisibles allaient bientôt prendre fin, et qu'une grande tempête m'attendait à l'horizon. J'ai quitté Traverse City à 18 ans pour étudier le tourisme et la gestion d'événements à l'université du Minnesota à Minneapolis. J'ai adoré ce domaine parce qu'il sonnait comme la liberté. Je ne voulais pas être lié à un bureau où les chiffres ou les réunions sans fin enterraient ma jeunesse. Je voulais vivre, respirer l'air des forêts, entendre les vagues s'écraser sur des rivages lointains. Alors, après avoir obtenu mon diplôme, je suis resté à Minneapolis et j'ai décroché un emploi de guide touristique. C'était le travail parfait pour moi, guidant des groupes à travers des itinéraires magnifiques, des lacs cristallins du Minnesota aux montagnes majestueuses du Colorado. J'aimais raconter des histoires, voir l'étincelle dans les yeux des voyageurs lorsqu'ils découvraient une merveille naturelle pour la première fois. Chaque voyage était une aventure, et je me sentais vraiment vivant. Mais peu importe à quel point je voyageais loin, Traverse City restait ma maison. Tous les quelques mois, je retournais rendre visite à mes grands-parents, apportant des histoires de mes voyages, des instantanés pris sur la route, ou un petit cadeau comme un pot de confiture de cerises de ma grand-mère. Mon grand-père s'asseyait toujours près de la cheminée, son vieux carnet à la main, me posant des questions sur mon travail et ma vie. Toujours à voler comme un oiseau, hein, Mason? Disait-il, sa voix grave teintée d'un sourire. Je hochais la tête, riant bruyamment, mais une petite partie de mon cœur lui était toujours réservée. L'homme qui m'avait appris que l'indépendance n'était pas seulement la liberté, mais la responsabilité. Puis, à 27 ans, tout a changé. Un matin d'automne, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Sa voix tremblait au téléphone, n'étant plus le ton chaleureux que je connaissais. « Mason, ton grand-père, il a le cancer. Les médecins disent que c'est un cancer du poumon. Stade avancé. » Je suis resté figé dans mon petit appartement de Minneapolis, le téléphone m'échappant des mains et tombant par terre. Cancer. Le mot a transpercé ma poitrine comme un couteau. Je ne pouvais pas imaginer mon grand-père, l'homme grand et fort qui s'asseyait calmement près de la cheminée avec un sourire, être vaincu par la maladie. J'ai commencé à passer plus de temps à Traverse City. Mes excursions de guide touristique sont devenues plus courtes, et mes rares jours de congé étaient consacrés à mes grands-parents. Chaque fois que je franchissais le seuil de leur maison en bois familière, mon cœur se serrait. Mon grand-père ne s'asseyait plus près de la cheminée. Il était alité, frêle, ses yeux bleus profonds maintenant voilés de douleur et de médicaments. Mais il essayait toujours de sourire quand il me voyait. « Ne fais pas cette tête, Mason, disait-il faiblement. Je suis toujours là, pas encore parti. » J'ai hoché la tête, mais les larmes me montaient aux yeux. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer, alors je me faufilais dehors en silence, m'asseyais au bord du lac, fixais l'eau scintillante et me demandais pourquoi la vie était si injuste. Les 2 années suivantes furent un long et douloureux brouillard. Mon grand-père a combattu la maladie, mais je pouvais le voir s'affaiblir. À chaque visite, il était plus mince,
sa voix plus douce, ses histoires plus courtes. Ma grand-mère, bien que dans ses 70 ans, prenait soin de lui avec tout son amour. Elle lui cuisinait ses plats préférés, bien qu'il puisse à peine manger. Elle s'asseyait près de son lit, lui tenant la main, lui racontant des histoires de leur jeunesse. J'essayais d'aider aux tâches ménagères, mais je ne pouvais pas me défaire de mon impuissance. Je voulais faire quelque chose, n'importe quoi pour le garder ici. Un après-midi, alors que j'étais assis près de son lit, il a pris ma main, sa main froide et tremblante serrant la mienne. « Mason, a-t-il dit, sa voix, rappelle-toi ce que je t'ai appris. L'argent n'est pas tout, mais c'est un outil. Utilise-le bien et tu pourras faire de grandes choses. » J'ai hoché la tête, même si je voulais crier que je n'avais pas besoin d'argent. J'avais juste besoin de lui. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste tenu sa main fermement, comme si m'accrocher pouvait l'empêcher de partir. Le jour où mon grand-père est mort, je guidais un groupe dans le Wisconsin, au cœur d'une vaste forêt. Ma grand-mère a appelé à l'aube, alors que la brume s'accrochait encore au sentier. « Mason, ton grand-père est décédé », a-t-elle dit, la voix étranglée par les larmes. Je suis resté figé, incapable de parler, le cœur battant la chamade. J'ai demandé à mon meilleur ami Tom de prendre le relais du groupe, puis je me suis précipité vers Traverse City. Les 400 miles de route m'ont semblé interminables. J'ai allumé la radio, mais tout ce que j'entendais était la voix de mon grand-père dans ma tête. « Tu te trouves toi-même, Mason. C'est la chose la plus importante. » Sur la route, je me suis accroché à un mince espoir que mes parents, ou du moins mon père, se présenteraient à la tombe de mon grand-père, ne serait-ce que pour dire au revoir. Mais quand j'ai franchi le seuil de la maison en bois, le silence épais a serré mon cœur, comme si l'air lui-même était lourd de perte. Ma grand-mère était assise dans un fauteuil, les yeux rouges, le visage marqué par le chagrin. Elle s'est levée, ses bras fragiles m'enlaçant étroitement. « Mason, ton grand-père n'a pas pu rester avec nous plus longtemps », a-t-elle murmuré, la voix brisée comme si cela lui demandait toutes ses forces. Je l'ai serré fort dans mes bras, les larmes menaçant de couler, mais je les ai retenues. « Mamie, est-ce qu'il est parti paisiblement ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a hoché la tête, un léger sourire aux lèvres. « Il est mort dans son sommeil sans douleur. » J'ai pris une profonde inspiration pour rester calme, puis j'ai lâché, « Mamie, est-ce que maman et papa sont venus? Savait-il » Elle m'a regardé, les yeux tristes mais résolus. « Ton grand-père ne voulait pas qu'il soit là, Mason. Il a dit qu'il n'avait pas le droit d'y être. » Je suis resté immobile. Une petite partie de moi, aussi faible soit-elle, avait espéré que mes parents se présenteraient pour partager cette perte. Mais mon grand-père avait raison. Les gens qui m'ont abandonné enfant n'avaient aucun droit de se tenir ici, dans ce moment sacré, pour dire adieu à l'homme qui m'avait donné un foyer. Les funérailles de mon grand-père furent simples, comme il le souhaitait. Juste moi, ma grand-mère, et quelques voisins proches qui le connaissaient depuis sa jeunesse. Nous nous sommes tenus près de sa tombe sous des cerisiers, le vent murmurant comme ses derniers mots. J'ai déposé un bouquet de marguerites blanches, sa fleur préférée, sur sa tombe et lui ai dit au revoir dans mon cœur. Je n'ai pas pleuré, mais ma poitrine semblait écrasée. Mon grand-père n'était pas seulement l'homme qui m'avait élevé. C'était le seul vrai père que j'ai jamais eu. Un mois après les funérailles, alors que le chagrin me hantait encore, j'ai reçu un appel d'un homme nommé James Whittaker, l'avocat de mon grand-père. « Mason, pouvez-vous venir à mon bureau à Traverse City? Nous devons discuter de la succession de votre grand-père. » J'ai accepté, bien que je n'y ai pas trop réfléchi. Je m'attendais à ce qu'il me laisse la maison en bois, quelques souvenirs ou une petite épargne. Je n'étais pas préparé à ce que j'allais entendre. Le bureau de Maître Whittaker se trouvait au cœur de la ville, une petite pièce bordée d'étagères et sentant le vieux bois. Whittaker, un homme d'âge moyen avec des lunettes épaisses, m'a invité à m'asseoir et m'a glissé une pile de documents. « Mason, » a-t-il dit gravement. « Votre grand-père, Alfred Arlo, vous a laissé toute sa portefeuille d'investissement. Sa valeur actuelle est d'environ 18 millions de dollars. » Je suis resté stupéfait, comme si on m'avait frappé au visage. 18 millions de dollars? Ai-je répété, la voix tremblante. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Whittaker a secoué la tête, ajusté ses lunettes et montré une page de chiffres. C'est son portefeuille. Actions, obligations,
immobilier et fonds d'investissement. Géré avec soin au fil des années. Il a considérablement augmenté. Je n'arrivais pas à le croire. Je me souvenais de mon enfance, quand mon grand-père me mettait à genoux, ouvrait son vieux carnet et montrait des chiffres. C'est une action dans cette entreprise, Mason. C'est ce fonds. Un jour, tu comprendras leur valeur. Je riais, pensant à quelques milliers pour un nouveau vélo ou un voyage, mais 18 millions de dollars, c'était inimaginable. Whittaker a expliqué plus en détail. Les actifs étaient détenus dans une fiducie, garantissant l'absence de problèmes juridiques ou de publicité. Certains investissements ont retenu mon attention. Une participation dans une start-up d'énergie renouvelable que mon grand-père appelait l'avenir du monde. Des actions dans une œuvre de bienfaisance pour enfants orphelins, ce qui m'a touché droit au cœur sachant qu'il avait pensé à moi, et une petite parcelle de terrain à l'extérieur de Traverse City, où il rêvait de construire un centre communautaire. Votre grand-père voulait que vous poursuiviez ces projets, a dit Whittaker. Il croyait en vous. J'ai quitté le bureau submergé, stupéfait, confus et un peu effrayé. Je ne savais pas quoi faire de cet argent, de cette responsabilité. Tout ce que je savais, c'est que mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé la richesse, mais ses rêves. Et moi, un guide touristique aux idées larges, était désormais confronté à un avenir pour lequel je ne m'étais jamais préparé. Dehors, le froid mordant de Traverse City me piquait la peau à travers ma mince veste. Mon esprit tournait encore avec les chiffres. 18 millions de dollars d'actions, la parcelle de terrain et les mots de mon grand-père sur le fait de faire de bonnes choses. Je suis monté dans mon vieux pick-up, celui qui m'avait accompagné dans d'innombrables voyages, et j'ai démarré le moteur. Le rugissement du moteur ne pouvait pas noyer les pensées qui affluaient dans ma tête. Je ne suis pas rentré à Minneapolis tout de suite. Je voulais juste conduire, aller quelque part pour laisser le vent emporter le sentiment lourd qui me broyait la poitrine. La route hors de la ville serpentait à travers des forêts de pins où des feuilles dorées tombaient doucement dans la lumière du coucher du soleil. J'ai allumé la radio et une vieille chanson country à jouer, mais je ne l'entendais pas. J'ai pensé à mon grand-père, à la façon dont il s'asseyait près de la cheminée, pointant son carnet et disant « Mason, tu vas y arriver ». J'ai pensé à ma grand-mère, ses yeux rougis lorsque nous nous tenions près de sa tombe. Et j'ai pensé à moi-même, un homme de 29 ans qui pensait autrefois pouvoir conquérir le monde, se sentant maintenant petit face à ce que mon grand-père avait laissé derrière lui. La pluie a commencé à tomber, de minuscules gouttelettes frappant le pare-brise, brouillant ma vue. J'ai ralenti, mais mon esprit était perdu dans ses pensées. Je me demandais si j'étais assez fort pour réaliser les rêves de mon grand-père, si je pouvais devenir l'homme qu'il croyait en moi. Soudain, une lumière aveuglante a coupé ma vision. Un camion massif et bruyant est sorti d'une courbe de vent, déviant dans ma voie. J'ai écrasé les freins, le cœur battant la chamade. Mais la route mouillée par la pluie a envoyé mon camion en dérapage. Le crissement des pneus, le fracas assourdissant du métal, puis l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette obscurité. Je me souviens seulement d'un froid glacial, comme si mon corps flottait dans un vide sans fin. Parfois, j'entendais des sons faibles, des sirènes d'ambulance, des gens qui criaient, le bip des machines. Mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ne pouvais pas bouger. Je voulais appeler mon grand-père pour lui demander pourquoi les choses avaient tourné ainsi, mais je ne voyais que sa silhouette s'estomper dans ma mémoire comme un rêve qui s'échappe. Quand je me suis réveillé, la lumière blanche et dure de l'hôpital a transpercé mes yeux comme 1000 aiguilles. Ma tête me martelait, chaque pulsation menaçant de fendre mon crâne. Ma gorge était asséchée comme si j'avais avalé du sable. J'ai essayé de bouger, mais mon corps était lourd, cloué au lit. Une infirmière se tenait à côté de moi, son visage flou dans ma vision brumeuse. « Monsieur Harlow, vous êtes réveillé ?» a-t-elle dit, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. « Comment vous sentez-vous » ai-je croassé, la voix. Où suis-je? Qu'est-il arrivé? L'infirmière a vérifié les machines à côté de moi, puis a esquissé un sourire rassurant. Vous êtes à l'hôpital St. Mary's à Minneapolis. Vous avez eu un accident, mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien maintenant. Nous allons prendre soin de vous. Accident. Le mot a résonné dans mon esprit, mais je ne pouvais me souvenir de rien clairement. Juste la lumière aveuglante, le fracas du métal, puis l'obscurité. Un homme est entré, portant une blouse blanche,
ses cheveux poivre et sel encadrant une expression calme mais sérieuse. « Je suis le docteur Reynolds », a-t-il dit, s'asseyant près de mon lit. « Mason, vous avez été dans le coma pendant 3 jours après un grave accident de voiture. Vous souvenez-vous de quelque chose ?» J'ai secoué la tête, essayant de rassembler mes souvenirs, mais tout ce que j'ai trouvé furent des fragments. La route pluvieuse, le camion, et la voix de mon grand-père résonnant quelque part. Dr Reynolds a noté quelque chose sur un presse-papier, puis m'a regardé. Vous avez subi une blessure importante à la colonne vertébrale. Nous avons procédé à une intervention chirurgicale pour la stabiliser, mais les lésions de votre colonne vertébrale inférieure pourraient affecter votre capacité à marcher. J'ai cligné des yeux, essayant de traiter ces mots. Affecté. Qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je murmuré, la voix défaillante. Il a posé une main sur mon épaule, ses yeux pleins d'empathie. Nous ne pouvons pas être certains pour le moment, Mason. Il est possible que vous ayez des difficultés à utiliser vos jambes, mais nous ferons d'autres tests et commencerons la rééducation. Le plus important maintenant est que vous vous reposiez et que vous restiez fort. Des difficultés à utiliser mes jambes. Ces mots m'ont frappé comme un couteau lent et tranchant, coupant les derniers vestiges de mon espoir. J'ai regardé mes jambes, immobiles sous la couverture blanche, et j'ai essayé de les soulever, même un peu. Rien, juste une sensation d'engourdissement, comme si elles ne m'appartenaient plus. Mon cœur battait, ma poitrine se serrait. Non, pas possible, ai-je marmonné, les larmes coulant sur mes joues, chaudes et incontrôlables. Moi, le guide touristique qui courait dans les forêts et se tenait sur les falaises pour regarder le lever du soleil, incapable de soulever mes propres jambes. Dr Reynolds a fermement serré mon épaule, sa voix régulière. Mason, je sais que c'est difficile à accepter, mais soyez assuré, nous ferons tout notre possible pour vous aider à vous rétablir. Vous avez besoin de temps, et vous avez besoin de force. Force ? Le mot semblait si lointain. Je voulais crier, lui demander où je trouverais la force quand tout mon monde venait de s'effondrer. Mais je suis juste resté là à fixer le plafond blanc et austère, me sentant comme si moi aussi je m'estompais, avec les rêves de mon grand-père que je n'avais pas encore touchés. Les jours qui suivirent passèrent dans un brouillard de médicaments et de douleurs. L'hôpital est devenu ma prison, avec le bip incessant des machines, l'odeur âcre du désinfectant et la douleur lancinante irradiant de mon dos à mes jambes immobiles. J'étais allongé dans mon lit, regardant par la fenêtre où la lumière du soleil d'automne filtrait à travers les stores, projetant de pâles rayons dorés sur le sol. Chaque fois que j'essayais de bouger, je ne ressentais que de l'engourdissement, comme si la moitié inférieure de mon corps appartenait à quelqu'un d'autre, un étranger sans vie. Les infirmières allaient et venaient, changeant les bandages, vérifiant ma tension artérielle, posant des questions sur leur ton professionnel, mais je ne faisais que hocher la tête, refusant de parler beaucoup. J'avais peur que si j'ouvrais la bouche, le désespoir ne coule comme une rivière qui rompt ses berges. J'ai pensé à Rachel, ma fiancée. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans lors d'une tournée dans le Colorado. C'était l'une de mes clientes, une fille de la ville avec des cheveux blonds scintillants, un sourire radieux et des yeux aussi bleus que le lac. Elle aimait mes histoires de routes sauvages, et j'étais captivé par sa confiance, son dynamisme. Nous sommes rapidement tombés amoureux, partageant des rendez-vous au bord du Mississippi et de courts voyages que j'organisais juste pour lui faire plaisir. Il y a 1 an, je lui ai fait ma demande sous le clair de lune au sommet d'une montagne, et elle a dit oui avec des larmes étincelant dans les yeux. Nous rêvions d'une petite maison, d'aventures ensemble, peut-être d'enfants. Maintenant, tout cela semblait un fantasme. Je n'avais pas osé l'appeler. Comment dire, chérie, je suis paralysé. Je ne suis pas l'homme que tu connaissais. Mais l'après-midi du 4e jour après mon réveil, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte et Rachel est entrée. Mon cœur a battu la chamade à la vue d'elle. Toujours aussi belle dans une veste en cuir et portant un sac à main de marque. J'ai essayé de sourire, levant une main pour faire signe, mais elle n'a fait que hocher la tête, son regard évitant le mien. Mason, a-t-elle dit, sa voix aussi froide qu'un vent d'hiver. Elle ne s'est pas précipitée à mon chevet, ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas posé de questions sur mon état. Au lieu de cela, elle s'est tenue à distance, bras croisés, comme si elle était à une réunion d'affaires, pas en visite à son futur mari. « Tu es là ?» ai-je dit, essayant de garder ma voix gaie malgré ma gorge sèche. Je m'ennuyais tellement de toi. Elle a regardé le sol, puis par la fenêtre, n'importe où sauf moi.
le médecin m'a appelé. Ils ont dit que tu avais eu un accident. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de larmes, pas d'inquiétude. Une vague de malaise m'a envahi comme un sombre courant sous-jacent. Assieds-toi. J'ai une blessure à la colonne vertébrale. Le docteur dit que je ne pourrais plus marcher. J'ai attendu sa réaction, un câlin, un mot de réconfort, n'importe quoi. Mais Rachel s'est contentée de hausser les épaules, sa voix plate. Oui, je sais. Ils me l'ont dit au téléphone. J'ai essayé de me redresser un peu, en m'appuyant sur l'oreiller, mais la douleur m'a fait grincer. Peux-tu rester un moment? Aide-moi à prendre un verre d'eau. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre, puis a soupiré. Mason, je suis occupé. Je m'arrête juste. Ces mots m'ont coupé comme un couteau, mais j'ai quand même essayé de m'accrocher. Occupé avec quoi? Tu ne peux pas rester avec moi un peu? Elle s'est mordu la lèvre, ses yeux fuyant les miens. Et puis la porte s'est ouverte à nouveau. Un homme est entré, grand, aux cheveux sombres, vêtu d'un costume impeccable. Il m'a regardé avec un regard inconnu, puis s'est tourné vers Rachel. Ça va? Allons-y. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Qui est-ce? Ai-je demandé, la voix tremblante. Rachel l'a regardé, puis moi, et finalement d'un ton indifférent, elle a dit, c'est Marc. Nous sommes ensemble. Ensemble. Le mot a tonné dans ma tête. Je les ai fixés, essayant de comprendre, mais tout s'est brouillé. Ensemble? Depuis quand? Marc est resté là, les mains dans les poches, silencieux, mais ses yeux étaient remplis de pitié. De la pitié pour moi? L'homme allongé immobile dans son lit. Rachel a soupiré comme pour expliquer une corvée triviale. Depuis quelques mois avant ton accident, je n'étais plus heureuse avec toi, Mason. Tu étais toujours parti, me laissant seul. Marc est différent. Il est stable. Il est là pour moi. Le monde s'est effondré autour de moi pour la deuxième fois. Le choc, la douleur et la colère se sont mêlés. Tu m'as trompé. Nous allions nous marier. J'ai tendu la main pour essayer d'attraper la sienne, mais elle a reculé comme si j'étais contagieux. Ne fais pas ça, Mason. Je suis venu pour clarifier les choses. C'est fini entre nous. Je n'arrivais pas à y croire. Les larmes me montaient, mais j'ai lutté pour les retenir, m'accrochant à la dernière parcelle de ma dignité. Rachel, ne pars pas. Je peux changer. Mon grand-père m'a laissé un héritage. 18 millions de dollars. Nous pourrions vivre confortablement. Tu n'aurais à t'inquiéter de rien. Je prendrai soin de toi, même. Même comme ça. J'ai parlé vite, espérant que l'argent la retiendrait, la ferait voir que j'en valais toujours la peine. Mais Rachel a ri, un rire froid et moqueur. Un héritage? 18 millions de dollars? Mason, tu inventes ça pour me garder? Tu penses que je suis assez stupide pour croire que tu n'es qu'un guide touristique et que ton grand-père vivait dans ce petit village? D'où aurait-il tiré cet argent? Elle s'est tournée vers Marc, souriant. Écoute ça. Il dit qu'il est riche maintenant. Marc a gloussé, secouant la tête. Rachel, allons-y. Ne perdons pas de temps. Ces mots ont percé mon cœur. Toi, tu ne me crois pas. C'est vrai. Mon grand-père me l'a laissé par le biais d'une fiducie. Je peux le prouver. Mais elle n'a fait que secouer la tête, sa voix dégoulinant de mépris. Même si c'est vrai, et alors? Tu penses que l'argent peut acheter l'amour? Tu es un fardeau maintenant, Mason. Un type en fauteuil roulant pour la vie. Qui voudrait vivre avec ça? Je ne suis pas là pour jouer à l'infirmière. Elle s'est tournée, a passé ses bras autour de Marc et est sortie de la chambre sans regarder en arrière. La porte s'est fermée en claquant, me laissant seul dans un silence mortel. Je suis resté là, les larmes coulant sur mon visage, le corps douloureux, mais rien ne se comparait à la douleur dans mon cœur. L'accident avait brisé mon corps, mais Rachel, la femme que j'aimais, celle en qui j'avais confiance, avait déchiré mon orgueil, déchiquetant ce qui restait de moi, un fardeau.
Le mot a résonné dans mon esprit comme une malédiction. J'ai pensé à mon grand-père, à ses leçons sur l'indépendance, sur la force. Mais à ce moment-là, je n'ai ressenti que la faiblesse, la trahison, et une solitude plus profonde que jamais. Dans les heures qui ont suivi, je suis resté immobile, fixant le plafond, essayant de respirer. Les infirmières venaient, posaient des questions, mais je ne répondais pas. J'ai pensé à mes souvenirs avec Rachel. Pique-nique au bord de la rivière, baiser sous la pluie, promesse d'éternité. Tout cela n'était plus que mensonge. Elle m'avait trahi bien avant, alors que j'étais encore entier. Et maintenant, quand j'avais le plus besoin d'elle, elle me jetait comme une chose cassée. J'ai serré le drap du lit, essayant de trouver de la colère pour remplacer la douleur. Mais il n'y avait que le vide. Comment pourrais-je continuer avec des jambes inutiles, un cœur brisé, et de l'argent qui semblait maintenant dénué de sens? Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. Je suis resté éveillé, écoutant la pluie crépiter contre la fenêtre, pensant à l'avenir sombre qui m'attendait. Rachel était partie, emportant avec elle ma dernière once d'espoir. Mais au fond de moi, une petite partie commençait à s'agiter. La partie que mon grand-père avait nourrie. La partie sur l'indépendance. J'allais m'en sortir. Peu importe la douleur que cela causait. Mais pour l'instant, la douleur était trop accablante, et je ne pouvais que pleurer dans l'obscurité. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et j'ai brièvement expliqué l'accident. Il a été compréhensif, promettant de garder mon emploi si je me rétablissais, mais je savais que ce n'était qu'un geste de courtoisie. Mon travail exigeait une force physique, la liberté, des choses que je n'avais plus. J'ai pensé à ma grand-mère, mais je n'ai pas pu me résoudre à l'appeler. Elle avait déjà perdu mon grand-père, et je ne voulais pas la surcharger de plus de chocs. Je suis resté là, seul, avec des couches de douleur qui s'accumulaient, me demandant ce que la vie me réservait encore. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une boucle monotone et douloureuse. Les matins commençaient par des antidouleurs suivies de séances de rééducation où les thérapeutes essayaient de stimuler mes muscles inertes. Ils parlaient de progrès et d'espoir, mais tout ce que je ressentais était de l'impuissance. Chaque fois que je regardais mes jambes, toujours sous la couverture, je me souvenais de Rachel me traitant de fardeau. La douleur physique se mêlait à la tourmente émotionnelle, formant un poids lourd dans ma poitrine. J'ai essayé de lire des livres, de regarder la télévision, mais mon esprit continuait de vagabonder vers le passé, vers mes voyages d'aventure, vers mon grand-père assis près de la cheminée m'enseignant la vie. Maintenant, tout cela semblait impossible à atteindre. J'ai commencé à recevoir des visites de collègues et d'amis. Tom, mon ami le plus proche au travail, est venu avec un bouquet de fleurs et des bonbons. Il s'est assis près de mon lit, parlant des nouveaux groupes de touristes, essayant de me faire rire. Tu seras de retour, Mason. Tu es le meilleur guide que nous ayons. J'ai forcé un sourire, mais au fond, je savais que les chances étaient minces comme un fil. Quand Tom a posé des questions sur Rachel, et que je lui ai brièvement parlé de sa trahison, il a explosé, la maudissant comme une femme sans cœur. Ces mots m'ont apporté un certain réconfort, mais seulement un peu. J'étais toujours seul, piégé dans mon propre corps. Puis, un après-midi pluvieux, alors que j'étais allongé, regardant les gouttes de pluie strier la fenêtre, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte. J'ai tourné la tête et mon cœur a semblé s'arrêter. C'étaient mes parents, Peter et Judith Harlow, les personnes qui m'avaient abandonné à l'âge de 5 ans. Ils sont entrés. Mon père en vieux costume, ses cheveux maintenant complètement blancs, et ma mère dans un long manteau, son visage soigneusement maquillé ne pouvait pas cacher les rides de l'âge. Ils m'ont regardé, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose ressemblant à de l'inquiétude, ou du moins une prétention de celle-ci. Mason, mon garçon, a dit ma mère la première, sa voix tremblant comme si elle retenait des larmes. Elle s'est approchée du lit, prenant ma main. J'ai entendu parler de ton accident. J'étais tellement inquiète. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je suis resté là, stupéfait, incertain de la réaction. Inquiète? Il ne m'avait pas appelé une seule fois en plus de 2 décennies. Mon père se tenait derrière elle, bras croisés, sa voix basse. Oui, fiston. Nous sommes venus dès que nous l'avons appris. L'hôpital nous a appelés. J'ai retiré ma main, un sentiment de malaise montant. L'hôpital vous a appelé? Comment aurait-il eu mon numéro? Ma mère a jeté un coup d'œil à mon père,
puis de nouveau à moi, forçant un sourire maladroit. Eh bien, nous avons une amie qui travaille dans une société de courtage où ton grand-père gérait ses investissements. Elle a entendu parler de l'héritage, puis a appris ton accident et nous a appelés. Nous étions tellement inquiets, tu sais. Alors, ils sont venus pour l'argent, pas pour moi. Mon grand-père avait laissé les actifs dans une fiducie, en gardant la confidentialité. Mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle avait fuité par l'ami de ma mère dans le monde de la finance où mon grand-père avait investi. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix tremblait de colère. Alors, vous êtes là à cause de l'héritage? Ma mère a secoué la tête, les yeux écarquillés comme si elle était offensée. Comment peux-tu penser ça? Je suis ta mère. Je veux juste t'aider. Tu es dans cette condition maintenant. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Nous pouvons être là pour toi, te soutenir. Mon père est intervenu, son ton sévère. Exactement, Mason. Ton grand-père t'a laissé les actifs, mais nous sommes la famille. Ta mère et moi méritons une part. Après tout, je suis son fils. Leurs mots m'ont frappé comme un coup de poing. Famille? Ils m'avaient abandonné à 5 ans, me laissant à l'éducation de mes grands-parents sans un seul appel ni une lettre. Maintenant, alors que j'étais allongé immobile dans un lit d'hôpital, ils sont apparus avec des sourires hypocrites, exigeant une part de la fortune que mon grand-père avait laissée uniquement pour moi. Le sang m'est monté à la tête, la colère montant. Non, ai-je dit fermement, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu. Papy me l'a laissé, pas à vous. Il avait ses raisons. Vous m'avez abandonné quand j'étais enfant, et maintenant vous faites semblant de vous soucier. Ne faites pas ça. Ma mère s'est assise sur la chaise près de mon lit, lissant le drap comme pour m'apaiser. Ne dis pas ça. Je le regrette tellement. À l'époque, ton père et moi étions jeunes, nous divorcions, incapables de t'élever, mais maintenant tu as besoin d'argent pour les traitements, pour vivre. Nous pouvons t'aider à gérer ça, prendre une part pour prendre soin de toi. Sa voix était douce, mais je pouvais voir l'avidité briller dans ses yeux. Mon père s'est approché, baissant la voix. Mason, réfléchis bien. L'héritage que ton grand-père a laissé est une somme énorme. Comment peux-tu le gérer seul? J'ai de l'expérience en affaires. Je peux l'investir pour qu'il rapporte. Nous sommes de la même famille. Ne laisse pas des étrangers en profiter. J'ai secoué la tête, le cœur battant la chamade. Vous êtes des étrangers pour moi. Mes grands-parents étaient ma vraie famille. Vous êtes juste égoïste. Je ne partagerai rien. Papy l'a mis en fiducie, et je respecterai ses souhaits. La tension a monté. Ma mère a commencé à pleurer, des larmes de crocodile coulant sur ses joues. Tu es si cruel. Je suis ta mère. Tu ne peux pas me traiter comme ça. La voix de mon père s'est élevée, en colère. Pour qui te prends-tu? Je suis ton père. J'ai des droits. Si tu ne partages pas, je te poursuivrai. Je prendrai un avocat pour réclamer ma part. La dispute s'est intensifiée. Mon corps se sentait épuisé, la douleur dans mon dos s'aggravait. Mais je n'ai pas cédé. Sortez. Je ne veux plus vous voir. J'ai crié, ma voix brisée par la fatigue. Ma mère s'est levée, essuyant ses larmes, sa voix stridente. Tu le regretteras, Mason. Nous trouverons un autre moyen. Ne pense pas que la fiducie est intouchable. Mon père a hoché la tête, ses yeux hostiles. Exactement. Nous irons voir un avocat. Tu ne peux pas tout garder. Je ne pouvais plus le supporter. Mes mains tremblantes, j'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Une jeune infirmière est entrée, regardant la scène avec préoccupation. Monsieur, y a-t-il un problème? Ai-je haleté? S'il vous plaît, demandez à ces deux-là de partir. Ils m'épuisent. L'infirmière a regardé mes parents, sa voix polie mais ferme. S'il vous plaît, le patient a besoin de repos. Vous devez partir. Mes parents m'ont lancé un dernier regard, les yeux remplis de ressentiment. Ma mère a murmuré, tu le regretteras. Puis ils se sont retournés et sont sortis, laissant un lourd silence derrière eux. Je suis resté là, haletant, les larmes coulant de manière incontrôlable.
La douleur physique était maintenant éclipsée par la tempête dans mon cœur. Ma propre chair et mon sang, étaient revenus non pas pour m'aimer, mais pour me prendre. J'ai pensé à mon grand-père, pourquoi il ne voulait pas d'eux à ses funérailles. Il savait qu'il m'avait protégé, mais maintenant je devais me protéger. Après la confrontation avec mes parents, j'ai immédiatement appelé Maître Whittaker, l'avocat de mon grand-père. Sa voix au téléphone était aussi calme et professionnelle que jamais. Mason, ne vous inquiétez pas. La fiducie a été conçue pour vous protéger contre de telles revendications. Ils n'ont aucune base légale, mais s'ils tentent de poursuivre, nous nous en chargerons. J'ai hoché la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir, et j'ai ressenti une lueur de soulagement. Mais la colère couvait encore dans ma poitrine. J'imaginais mes parents quelque part en train de comploter pour prendre ce que mon grand-père avait laissé uniquement pour moi. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était son héritage. Les leçons qu'il m'avait apprises sur l'indépendance et la responsabilité. Je me suis juré de ne pas les laisser y toucher. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un cycle épuisant. L'hôpital est devenu mon univers entier. Des murs blancs stériles, le bip incessant du moniteur cardiaque, et l'odeur piquante du désinfectant qui me donnait la nausée. Pendant la journée, j'essayais de paraître fort pour les infirmières et les médecins. Mais la nuit, quand la pièce sombrait dans l'obscurité, le désespoir frappait vraiment. Je restais éveillé, fixant le plafond, écoutant la pluie crépiter contre la fenêtre comme des murmures du passé. J'ai pensé à mes anciennes tournées, au vent qui me fouettait les cheveux sur les sommets des montagnes, au bruissement des feuilles sous mes pieds lorsque je courais dans les forêts. Maintenant, c'étaient des souvenirs lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. La blessure était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement physique. C'était mental. Je me sentais trahi par mon propre corps, par la vie elle-même. Rachel était partie en me traitant de fardeau. Mes parents étaient revenus seulement pour exiger de l'argent. Et mon grand-père, l'une des personnes les plus importantes de ma vie, était parti pour toujours. De nombreuses nuits, j'ai pleuré en silence, serrant le drap du lit jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Pourquoi moi? Ai-je murmuré dans l'obscurité? Je me demandais si cela valait la peine de continuer quand tout s'était brisé. Des pensées sombres de mettre fin à tout cela traversaient mon esprit, mais je les repoussais. Non, je ne pouvais pas. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé la richesse, mais la responsabilité. L'argent est un outil, Mason. Utilise-le judicieusement. Sa voix résonnait dans ma tête. Je devais continuer pour poursuivre ce qu'il m'avait laissé, pour prouver que j'en étais digne. Ce devoir était la seule chose qui me retenait de l'abîme. Un fil fragile me maintenant attaché. J'ai pris le téléphone d'innombrables fois, composant le numéro de ma grand-mère, pour raccrocher. Elle avait près de 80 ans, sa santé fragile depuis la mort de mon grand-père. Elle avait une pression artérielle élevée, et son médecin l'avait averti du risque d'un accident vasculaire cérébral si elle subissait trop de stress. Comment pouvais-je lui dire, « Mamie, je suis paralysé. Je ne peux plus marcher. » J'imaginais sa voix tremblante, ses larmes, et mon cœur se serrait. Je ne voulais pas lui causer plus de douleur. Au lieu de cela, j'ai appelé Tom, lui demandant de prendre de ses nouvelles et de lui faire passer un message disant que j'étais occupé par le travail. « Tu lui caches ça ?» a demandé Tom, sa voix empreinte d'inquiétude. Juste pour l'instant, ai-je répondu. Mais je savais que je ne pouvais pas garder le secret éternellement. Dans les jours qui suivirent à l'hôpital, j'ai commencé à apprendre à utiliser un fauteuil roulant. Aaron, l'infirmier principalement responsable de mes soins, me promenait dans les couloirs, m'apprenant à le manœuvrer. La première fois que j'ai quitté ma chambre, la brise d'une fenêtre ouverte me caressant le visage m'a rappelé mes tournées. J'ai pleuré, mais j'ai rapidement essuyé les larmes. « Tu fais de bons progrès », a dit Aaron. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, il y avait toujours un vide. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à nouveau, pensant à ma grand-mère. Elle a appelé plusieurs fois pour demander pourquoi je n'avais pas rendu visite. Le travail a été chargé, mamie, ai-je menti, forçant un ton joyeux. Mais je savais que le temps pressait. Je devais lui dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Après 4 mois à l'hôpital, Dr Reynolds a finalement signé mes papiers de sortie. « Vous êtes prêt à rentrer chez vous, Mason ?» a-t-il dit, me tapotant légèrement l'épaule.
continuer la thérapie et rester fort. J'ai hoché la tête, mais mon cœur était lourd. Chez moi. Où était cet endroit? Mon appartement loué à Minneapolis n'était plus qu'un espace froid et vide rempli de souvenirs de Rachel et des voyages que j'avais perdus. Je ne pouvais pas rester là seul avec mes jambes immobiles et mes murs silencieux. J'ai décidé de retourner à Traverse City chez ma grand-mère, l'endroit où j'ai grandi, où mon grand-père m'a appris la force intérieure. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, même si je savais que la vérité sur ma condition la blesserait. D'abord, j'ai appelé mon patron, Mike, pour démissionner. Sa voix au téléphone était pleine de surprise et d'inquiétude. « Mason, tu es sûr? Nous pourrions t'arranger un travail de bureau ou attendre que tu te rétablisses. » J'ai soupiré, expliquant brièvement que ma condition était permanente. « Ça ne marchera pas, patron. Je ne peux plus faire de tournée. C'était mon travail, ma passion. » Il est resté silencieux un instant, puis a soupiré. « Je comprends que tu faisais partie de l'équipe, Mason. Mais si tu changes d'avis, les portes sont toujours ouvertes. » Puis j'ai mentionné l'héritage de mon grand-père. Pas en détail, juste assez pour qu'il sache que je serai financièrement à l'aise. Mon Dieu, félicitations. C'est un sacré cadeau du vieux. Tu le mérites. Je pouvais entendre son sourire, mais il était teinté de sympathie. Il a promis de le dire à mes collègues qui m'enverraient leurs félicitations. Tom a appelé juste après, sa voix un mélange d'excitation et de regret. Tu es riche, toi le diable. Mais je suis effondré. Je ne te reverrai plus au bureau. Je suis tellement désolé, mais félicitations. Tu peux vivre comme un roi maintenant. Ces mots m'ont réchauffé, mais m'ont aussi rappelé que ma vie avait changé pour toujours. Préparer mes affaires à Minneapolis n'a pas été facile. J'ai engagé une entreprise de déménagement pour m'aider car je ne pouvais pas le faire moi-même. Assis dans mon fauteuil roulant, je les ai regardés emballer mes affaires, des vêtements de voyage usés, des photos de la route, et quelques souvenirs de Rachel que j'ai jetés à la poubelle sans hésitation. L'appartement devenait de plus en plus vide, et une tristesse silencieuse s'est installée en moi. J'ai rendu les clés au propriétaire, qui m'a regardé avec pitié. « Bonne chance, Mason », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, puis j'ai engagé un camion de déménagement pour emmener mes affaires à Traverse City. Le voyage de plus de 400 miles m'a semblé interminable. Je me suis assis sur le siège passager, regardant le paysage défiler, des forêts enneigées, des lacs gelés, et je me demandais si je fuyais ou si je rentrais à la maison. Quand le camion s'est arrêté devant la vieille maison en bois à Traverse City, mon cœur battait la chamade. Ma grand-mère ne savait rien de l'accident. Je le lui avais caché pendant des mois, prétendant que le travail me tenait occupé. Je suis sorti du camion dans mon fauteuil roulant avec l'aide du chauffeur et me suis dirigé vers la porte. Ma grand-mère l'a ouverte, son visage ridé s'éclairant d'un sourire radieux. « Mason, tu es à la maison. » J'attendais depuis une éternité. Mais son sourire s'est effacé quand elle a vu le fauteuil roulant. Elle s'est figée, la main sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. « Oh mon Dieu, Mason, qu'est-ce qui s'est passé? Toi. Qu'est-ce qui ne va pas? » Sa voix tremblait, fragile comme des feuilles d'automne. Je me suis arrêté, les larmes me montant. « Mamie, j'ai eu un accident. Je suis paralysé de la taille aux pieds. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. » Elle s'est précipitée, s'agenouillant à côté de mon fauteuil roulant, ses bras fragiles m'enlaçant étroitement. « Oh, mon garçon, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai le cœur brisé pour toi. » Elle a pleuré, des larmes chaudes trempant mon épaule. Je l'ai serrée en retour, la chaleur familière se répandant, les odeurs de cookies et de pain, le parfum de mon enfance. Nous nous sommes tenus là sur le chemin enneigé, nos sanglots se mêlant aux hurlements du vent. Elle me caressait les cheveux, murmurant « Pourquoi as-tu porté ça tout seul? Je suis ta mamie. Nous sommes censés tout partager. » J'ai pleuré aussi, toute la douleur refoulée s'exprimant. « J'avais peur que tu sois choquée, mamie. Tu as déjà perdu papy. » Elle a secoué la tête, essuyant ses larmes. « Je suis plus forte que tu ne le penses. Maintenant, tu es là, et je prendrai soin de toi. » À ce moment-là, au milieu de l'hiver glacial du Michigan, je me suis senti plus chaud que jamais.
Ma grand-mère ne m'aimait pas seulement. Elle m'a grondé pour avoir caché la vérité, mais c'était un reproche affectueux, me faisant savoir que je n'étais plus seul. Les premiers jours chez ma grand-mère furent un ajustement difficile. La vieille maison en bois n'était pas conçue pour un fauteuil roulant. Des petites marches, des couloirs étroits, et une salle de bain exiguë me faisaient trébucher. Ma grand-mère m'aidait pour tout, me poussant dans le salon, me préparant mes plats préférés. Pain grillé avec confiture de cerise maison, soupe de poulet fumante. Mange pour garder tes forces, disait-elle, sa voix pleine d'encouragement. J'ai lentement appris à me débrouiller, me déplaçant dans la maison, m'habillant moi-même, essayant même de cuisiner des repas simples sur le comptoir bas de la cuisine. Il y a eu des moments où j'ai craqué, claquant mes mains sur mon fauteuil roulant par frustration. Mais ma grand-mère était toujours là, me serrant dans ses bras et disant « Vas-y doucement, mon cher. J'ai appris à vivre sans ton papy. Tu apprendras aussi. » Son soutien et ses encouragements sont devenus ma force, m'aidant à m'adapter à cette nouvelle vie plus lente et pleine d'amour. Puis, quelques semaines après mon retour à la maison, j'ai rencontré Anna. C'était une institutrice en ville, une fille de la campagne avec de longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, un sourire chaleureux et des yeux bruns sincères. Je l'ai rencontrée pour la première fois dans un petit café au bord du lac où ma grand-mère m'a emmené pour prendre l'air. Anna y travaillait les week-ends, servant du café et des pâtisseries. Quand ma grand-mère a commandé, Anna a apporté notre commande avec un sourire éclatant. « Salut, Madame Lilian. »« Et salut à toi. » J'ai hoché la tête mais j'ai évité son regard, mal à l'aise à propos du fauteuil roulant. « Merci » ai-je marmonné, fixant mon café. Je me considérais comme un homme handicapé. Qui voudrait me parler? Mais Anna n'a pas abandonné. Lors de visites ultérieures lorsque ma grand-mère m'y ramenait, elle engageait la conversation. « Tu es maçonne, n'est-ce pas ?» a dit Madame Lilian. « Tu étais guide touristique. » Ça a l'air passionnant. Sa voix était sincère, sans la moindre trace de pitié. Au début, je gardais mes distances, répondant sèchement. Ouais, j'étais. J'avais peur que si j'ouvrais mon cœur, elle verrait ma faiblesse. Mais Anna était patiente, partageant des histoires sur son travail, apprenant aux enfants à peindre, leur lisant des contes de fées, et me posant des questions sur mes voyages. Raconte-moi le Colorado. Je n'ai jamais quitté le Michigan. Lentement, à travers des moments simples, un café chaud et un après-midi au bord du lac à regarder le coucher du soleil, j'ai commencé à m'ouvrir. Notre connexion s'est développée naturellement, sans forcer. Anna a rendu visite à ma grand-mère, apportant des cookies faits maison et s'est assise pour parler avec moi pendant des heures. Elle a partagé sa propre enfance difficile. Son père est mort jeune. Sa mère a eu du mal à élever ses frères et sœurs. Et j'ai trouvé un terrain d'entente. Je ne suis pas parfait, maçonne. Tout le monde a des cicatrices, a-t-elle dit une fois alors que je lui avouais mes insécurités. Nous sommes allés nous promener. Elle poussait mon fauteuil roulant le long des chemins bordés de cerisiers, racontant des blagues, chantant de vieilles chansons folkloriques. Un jour, lors d'une pluie soudaine, nous nous sommes réfugiés sous un arbre, et elle m'a tenu la main. « Tu es plus fort que tu ne le penses. » Mon cœur s'est ému, non pas par pitié, mais par sa sincérité. Anna m'a sorti de ma coquille petit à petit, par des moments simples. Un pique-nique au bord du lac, une soirée à regarder de vieux films, ou simplement s'asseoir ensemble en silence. J'ai commencé à sourire davantage, à rêver d'un avenir avec ma grand-mère, avec Anna, et avec les rêves de mon grand-père que je porterais en avant. Après 3 ans ensemble, j'ai demandé Anna en mariage au bord du lac lors d'un coucher de soleil d'automne, alors que des feuilles dorées tombaient comme la pluie. Assis dans mon fauteuil roulant, j'ai tenu une simple bague, le cadeau de mon grand-père à ma grand-mère, et j'ai dit d'une voix tremblante, « Anna, tu es ma lumière. Je ne peux pas marcher à tes côtés, mais je veux être avec toi pour toujours. » Elle a pleuré, s'est agenouillée pour me serrer dans ses bras, et a murmuré, « Oui, maçonne. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour tes jambes. » Notre mariage fut simple. Célébré dans la maison en bois avec ma grand-mère comme témoin, quelques amis de Traverse City, et Tom venant de Minneapolis. Ma grand-mère a pleuré tout du long, me caressant la main. « Ton papy serait si heureux, maçonne. » Anna portait une simple robe blanche, et alors que nous échangions nos alliances, j'ai ressenti une nouvelle force. Pas de mon corps, mais de mon cœur.
Notre vie de couple a commencé par des matins où Anna me conduisait à l'école et le soir où ma grand-mère racontait de vieilles histoires et les rêves que nous avons construits ensemble. Mais la vie ne m'a pas laissé en paix longtemps. Quelques mois après le mariage, un après-midi pluvieux, un coup a retenti à la porte de la maison en bois. Anna a ouvert et j'ai entendu sa voix surprise. Ta. J'ai roulé dans le salon et mon cœur s'est arrêté. C'était Rachel, mon ancienne fiancée, qui m'avait abandonné à l'hôpital avec des mots moqueurs sur le fait d'être un fardeau. Elle se tenait là, les vêtements trempés, les yeux rouges, le maquillage barbouillé. Maçonne. Maçonne. J'ai eu tort. Sanglotait-elle, se ruant dans la pièce sans y être invitée. Anna m'a regardé, ses yeux pleins de questions, mais j'ai fait signe à Anna de rester. Rachel s'est agenouillée devant mon fauteuil roulant, attrapant ma main, sa voix étranglée. J'ai entendu parler de ton héritage. 18 millions de dollars. Je ne le croyais pas au début, mais Marc, il m'a dit, il travaille avec un ami de ton père. J'ai fait une erreur en te quittant. Je le regrette tellement. Laisse-moi revenir, maçonne. Nous pourrons être heureux. Je prendrai soin de toi. J'ai retiré ma main, un mélange de colère et d'amusement montant. Elle n'était pas là pour l'amour. Elle était là pour l'argent, tout comme mes parents il y a des années. Ma grand-mère est sortie de la cuisine, son visage s'assombrissant. Qui es-tu? Comment oses-tu venir ici en pleurant? Rachel l'a regardé, puis moi, implorant, maçonne, je sais que tu m'aimes toujours. Je pourrais revendiquer des droits. Nous étions fiancés. Je pourrais poursuivre pour une part de la succession, mais je ne veux pas de ça. Pardonne-moi juste. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, rendant l'air de la pièce tendu et suffocant. Anna s'est avancée, me serrant la main fermement, sa voix calme mais ferme. Rachel, c'est ça? Maçonne m'a parlé de toi. Mais il est mon mari maintenant et nous sommes heureux. Tu devrais partir. Ma grand-mère est intervenue, sa voix tremblant de colère. Tu as abandonné mon petit-fils quand il avait le plus besoin de toi, et maintenant tu es de retour pour de l'argent. Sors de ma maison. Rachel s'est levée, les larmes coulant toujours, ses yeux brillants de désespoir et de calcul. Maçonne, tu le regretteras. Je prendrai un avocat. Nous avions un contrat de fiançailles verbal. J'ai des droits. Elle s'est retournée et est sortie en trombe, laissant un lourd silence. Mon cœur battait la chamade, mais cette fois, pas de douleur, mais de la force que je ressentais de la part de Anna et de ma grand-mère. J'ai appelé Maître Whittaker immédiatement, expliquant brièvement la visite de Rachel. Il a gloussé au téléphone. Elle n'a aucun fondement légal, maçonne. Un contrat verbal? C'est juste du bluff. Nous lui enverrons une mise en demeure si nécessaire. Anna m'a serré dans ses bras, murmurant, tu as bien fait. Je suis fier de toi. Ma grand-mère m'a tapoté le dos. Tu as grandi, maçonne. Ton papy sourirait. Pour la première fois, je me suis senti vraiment fort. Pas le garçon abandonné, mais un homme protégeant sa famille. Rachel a envoyé quelques textos suppliants par la suite, mais j'ai bloqué son numéro, et elle a disparu, laissant une vieille cicatrice qui était maintenant guérie. Avec leur soutien, j'ai commencé à utiliser l'héritage de manière significative. J'ai embauché des architectes pour rénover la vieille maison en bois, ajoutant un petit ascenseur pour mon fauteuil roulant, agrandissant le salon pour en faire un espace confortable, installant une cuisine moderne, et créant un vaste jardin avec des sentiers en pierre. Pour que nous puissions vivre confortablement, ai-je dit à Anna et à ma grand-mère lorsque les plans ont été finalisés. La maison est devenue plus lumineuse, remplie de lumière avec des photos de mon grand-père accrochées à tous les murs. Nous vivions heureux ensemble. Les matins où Anna enseignait à l'école et rentrait pour cuisiner. Ma grand-mère partageant de vieilles histoires et moi gérant le portefeuille d'investissement depuis mon ordinateur. J'ai poursuivi les projets de mon grand-père, investissant davantage dans les énergies renouvelables, faisant des dons à l'orphelinat, et utilisant une partie de l'argent pour construire le centre communautaire sur le terrain qu'il avait laissé. Traverse City s'est amélioré grâce à ses contributions, et j'ai senti que je réalisais son héritage. Nous allions souvent rendre visite à la tombe de mon grand-père. Des après-midi paisibles avec Anna poussant mon fauteuil roulant et ma grand-mère portant des marguerites blanches. Nous nous assoyions près de sa tombe, partageant des histoires et le remerciant pour tout.
Un après-midi de printemps sous le soleil, j'ai dit, Papy, j'ai trouvé le bonheur. Et maintenant, alors que je m'assieds seul près de sa tombe, en regardant le passé et en me projetant vers l'avenir, je vois ma vie comme un long et épineux voyage. De garçon abandonné à homme en fauteuil roulant avec une famille aimante, j'ai appris que la vraie force réside dans le cœur, pas dans les jambes. L'indépendance ne consiste pas à errer librement. C'est se tenir ferme à travers les tempêtes. L'argent est un outil, mais l'amour et la responsabilité sont le fondement. À vous, qui lisez cette histoire, je vous offre ce conseil. Ne laissez pas les cicatrices du passé vous définir. Accueillez ceux qui vous aiment. Portez les rêves inachevés et souvenez-vous que peu importe comment la vie vous renverse, vous avez toujours la force de vous relever, d'une manière ou d'une autre. Merci, Papy. Merci, Anna. Merci, Mamie. Et merci à moi-même, de ne pas avoir abandonné.